Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de la WDI francophone, comme chaque premier dimanche du mois à 18 heures, heure de Paris. Bienvenue à notre webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pour des raisons métaphysiques qui seraient liées à un ressenti quelconque. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration compte à ce jour 39 200 signatures à travers le monde, provenant de 160 pays et 543 organisations. Et ce chiffre augmente d'environ 200 signatures par semaine. S'il vous plaît, signez la déclaration en votre nom et au nom de vos organisations. C'est très important. Donc, nous vous invitons à signer notre déclaration. Dans les articles de la Déclaration des droits des femmes basés sur le sexe, qui comporte 9 articles, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux articles en particulier, puisque la Déclaration des droits des femmes sur le sexe biologique, elle a comme intérêt de lutter contre les pressions qui s'exercent aujourd'hui pour l'effacement du mot femme dans toutes les déclarations internationales, en la remplaçant par le mot sexe par le mot genre. Le sexe est défini par les Nations Unies comme les caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les mâles des femelles. Quant au genre, il désigne les rôles, les comportements, les activités, les caractéristiques qu'une société donnée, à une époque donnée, considère comme appropriées pour chacun des deux sexes. Ces caractéristiques, ces opportunités, ces modèles relationnels sont construits socialement et sont inculqués par le processus de socialisation qui est donc sexiste. Le remplacement du terme sexe par le terme genre impacte évidemment les droits des femmes et le concept d'identité de genre transforme les stéréotypes sociaux qui sont construits socialement, qui organisent et qui maintiennent les inégalités comme un modèle qu'il faudrait adopter et cela met en danger les droits des femmes. Ça porte donc directement atteinte à la protection des droits des femmes qui sont des droits que nous avons acquis après des décennies de lutte. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux articles 3, 4 et 9 de la Déclaration. Article 3, réaffirmant les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. Les États doivent s'assurer que les pleins droits reproductifs des femmes et des filles et leur libre accès à des services de santé procréatifs sont complets, sont maintenus. Alors évidemment, quand on stérilise des enfants, on atteint leur intégrité physique. Article 4, les femmes ont la liberté d'opinion et d'expression, notamment le droit de ne pas être inquiétées pour leurs opinions, le droit de rechercher, de recevoir, de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. Donc la liberté d'expression et d'opinion. Et la dernière liberté dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est le besoin de protection des droits de l'enfant. Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc, quand on réassigne le genre d'un enfant, évidemment, il y a une pratique nocive qui contrevient à cette déclaration. Il faut protéger les enfants. Donc, le WDI Femmes se donnait cette mission, hein. Nous existons déjà plusieurs années. Nous réalisons donc des webinaires mensuels, mais aussi des actions pour sensibiliser notamment les décideurs aux enjeux liés à la transidentité. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Magali Pignard, qui est une femme scientifique, hein. Donc, elle est agrégée de sciences physiques. Elle est également maman d'un jeune autiste sévère.
qui est non-verbale et donc elle est très sensibilisée à la question de l'autisme. Elle s'est beaucoup impliquée dans la défense et l'accompagnement des personnes autistes en France, ce qui fait ce qui l'a amenée à rencontrer Sophie Robert. Et elle a été elle-même diagnostiquée autiste Asperger en 2011. Donc elle est très amie de Sophie Robert et c'est à travers Sophie Robert qu'elle a été sensibilisée à la question du genre, puisque en 2022, elle a visionné Mauvais genre. Mauvais genre qui, comme elle le dira, ben, l'a fait complètement halluciner. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et comme Magali est une femme scientifique, elle a décidé de faire des recherches pour vérifier, parce que c'était tellement énorme elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Donc elle a procédé par tâtonnement, elle a enquêté. Et elle a parlé avec des personnes transaffirmatives qui lui sortaient des études et des études et des études et des études. Et elle a entrepris un travail de fourmi. Elle s'est mise se documenter et à tout vérifier par elle-même. Et de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que bah non, c'était absolument pas quelque chose de délirant, ce que lui racontait son amie Sophie Robert, mais au contraire, c'était quelque chose de très très inquiétant. Elle s'est notamment basée beaucoup sur les travaux de la Société for Evidence Gender-Based Medicine, SEGM, qui est donc un site internet qui donne beaucoup d'informations dans le domaine scientifique sur la question du genre. Donc, et que je vous invite à à consulter. Voilà, donc aujourd'hui, Magali va aborder le, le, le- le sujet donc de la transidentité sous deux angles. Le premier angle sera la question de la dysphorie de genre en lien avec l'autisme. Donc elle va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant d'autistes qui sont concernés par cette question de la transidentité. Et puis la deuxième partie, elle va développer un axe bah, sur la science. Que dit la science en fait? Que dit la science en matière de transidentité, en matière de transition des mineurs? Et donc, voilà, quel est l'état de la science et que valent toutes ces études qu'on nous balance régulièrement sur ça sauve des vies. Voilà, donc bienvenue Magali, merci beaucoup d'avoir accepté de D'accord. présenter ton travail et à toi de parler. Ok. Alors déjà, je vais aussi parler de l'autisme parce que moi, comme j'étais active dans plusieurs associations, dont une association de personnes autistes, on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, de jeunes et surtout des jeunes filles et des jeunes garçons aussi qui étaient concernés. Il y a des familles qui nous écrivaient. Et évidemment, ça m'a interpellée parce que moi-même, je pense que si j'avais 12 ans aujourd'hui, je tannerais ma mère pour avoir des bloqueurs de puberté. Et, mais ce que je dis, c'est absolument très classique. Parmi mes amis autistes, on pense tous pareil. Sauf la plupart des personnes autistes avec qui je suis amie pensent comme moi, mais elles se taisent parce elles ont peur de se faire incendier, etc. quoi. Euh, donc, je vais commencer par l'autisme. Voilà, autisme et dysphorie de genre. Alors déjà, c'est savoir ce que c'est que l'autisme parce que la plupart des gens peut-être savent pas ce que c'est. Et c'est pas un cours sur l'autisme. Bah, l'autisme, normalement, c'est un trouble de la communication avec des intérêts spécifiques, des intérêts restreints, etc. Mais concrètement, c'est quelques caractéristiques là. Donc, voilà, rigidité, difficulté à gérer les imprévus. Donc, par exemple, voilà, les imprévus, c'est que voilà, quand on est quand on sait quelque chose qui n'est pas prévu, ben, on pète un câble en fait. Voilà. N'est-ce pas, Blandine aussi, peut-être? Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Rigidité, donc la difficulté d'adaptation instantanément. Oui. Les intérêts, en fait, il y a des choses qui sont en lien avec la dysphorie de genre, et je vais revenir là-dessus. Donc, les intérêts spécifiques aussi, qui sont très importants, qui permettent de se recentrer, de se ressourcer. Difficulté à faire fonctionner tous ces sens en même temps, c'est pas, par exemple, quand une personne parle à une personne autiste, la personne, elle doit regarder la personne et en même temps, elle doit entendre, donc elle doit faire fonctionner deux sens.
et elle n'y arrive pas forcément bien. Donc, elle va préférer, pour se concentrer sur ce que l'autre dit, elle va préférer ne pas la regarder et se concentrer sur ce qu'elle dit. Et puis, sinon, elle va être vite polluée par d'autres stimuli. Enfin, focalisation sur les détails avant le global. Donc, c'est pas pour les, ça, c'est des tendances générales, hein. Moi, j'arrive très bien à me focaliser sur le global, mais il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Donc, ils n'arrivent pas à avoir une image d'ensemble. C'est le cas de mon fils, par exemple. Hypersensibilité sensorielle, ben, c'est un lien avec la dysphorie de genre aussi. Difficulté à comprendre les limites. Euh, oui, ça c'est. Disons que faut être très explicite pour nous dire les limites, pour cadrer. Voilà. Difficulté à décoder les intentions d'autrui aussi, c'est manque de théorie de l'esprit. Communication franche et directe, sans filtre, oui. Euh, difficulté à concevoir les compromis, les nuances, donc c'est tout ou rien, c'est radical, c'est zéro ou un. Et surtout peu conscient des conventions sociales, et ça a énormément de lien, je pense, avec la dysphorie de genre. Je vais en revenir après. Et donc, fonctionnement tout ou rien, bah, vous voyez, c'est voilà, c'est zéro ou 100. Il n'y a pas de nuance. Alors évidemment, ce sont des caractéristiques, c'est un tableau général, mais évidemment, toutes les personnes autistes n'ont pas 100% Ce serait beaucoup Ouais, trop simple, hein, on ne coche pas ouais, comme ça. ouais. Euh, donc Chaque c'est beaucoup. personne est différente. Voilà. Par exemple, pour les conventions sociales, on peut en avoir conscience, mais juste les refuser, considérer Oui, qu'elles ne sont pas si importantes que ça. moi, j'en avais pas du tout conscience, c'est pour ça que... Donc, analytique, voilà, bah, c'est une illustration. Voilà, il y a une femme qui se plaint que sa grand-mère est très chiante, etc. Voilà, et puis après, elle lui explique que sa grand-mère est morte. Donc, la personne autiste dit, ben, logiquement, si elle est morte, elle n'aura plus besoin d'aller la voir. Ben, voilà, donc elle va lui dire ce qu'elle pense directement. Puis c'est très logique dans sa tête. Et elle va pas se dire, elle va pas avoir de l'empathie, à se dire, bon, bah, il va falloir que je la console, oh là là, ma pauvre, tout ça. Voilà. Euh, Elle va être très logique dans sa tête, enfin, et ça va choquer la personne, évidemment. Et les intérêts spécifiques, eh ben, on le voit, nous, je pense qu'on a moins besoin de relations sociales et que les intérêts spécifiques, on le voit, les lignes en rose, qui sont les intérêts restreints, enfin intérêts spécifiques, elles sont plus gros, plus épaisses que les lignes en rose chez les personnes non autistes. Donc, on a plus besoin d'intérêts spécifiques et moins besoin de relations sociales. Par exemple, pendant le confinement, c'était vraiment super parce qu'il y avait envoyé moins de monde. Alors, déjà, un peu de statistiques sur le lien autisme et dysphorie de genre. Alors, donc, il y a des méta-analyses et des revues systématiques qui montrent que parmi les personnes qui présentent une dysphorie de genre, il y a environ 10% qui sont autistes, qui ont un diagnostic, on va dire. Et c'est à comparer avec le nombre de personnes autistes dans la population générale, c'est 2%. Donc de 2% à 10%, ça veut dire qu'il y en a 5 fois plus parmi les personnes qui ont une dysphorie de genre. Donc c'est quelque chose qui est énorme, quoi, Ouais, une surreprésentation massive des de personnes. représentation. Et en fait, ce qui me choque dans tout ça, c'est que tous les centres ressources autisme, tous les professionnels de l'autisme maintenant, ils se disent jamais, mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi le lien? Non, en fait, ils cloisonnent, il y a les personnes autistes et les personnes avec une identité de genre trans. Et il faut surtout pas mélanger les deux. Il faut traiter l'un et l'autre séparément. Alors que les deux sont intriqués. Et jamais on se pose la question, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, manifestation des dysphories de genre, bah, rejet des attentes sociales liées à son sexe, donc bah, en gros non-conformité de genre. Ça peut être aussi un confort lié à l'apparence physique, rejet de son apparence physique. Et ça, c'est souvent observé chez les personnes autistes du fait de leur fonctionnement autistique. Et du coup, en fait, observer le comportement, c'est insuffisant. Et puis,
Et du coup, on peut confondre des manifestations de l'autisme avec de la dysphorie de genre. Et alors, souvent, mais pas toujours, les jeunes qui ne savent pas qu'ils sont autistes vont interpréter peut-être leur signe d'autisme avec une possible dysphorie de genre. Et donc, je vais expliciter un peu plus loin en diapo suivant, avec donc un zoom sur les filles autistes. Alors, en fait, bon, c'est une grosse image, je vais essayer de la décortiquer. En fait, chez les femmes, bon, faut savoir que chez les femmes, le diagnostic d'autisme est très difficile à poser, plus difficile parce que les filles ont tendance à mieux camoufler que les garçons. En gros, hein, je résume, hein, et elles ont des meilleures capacités sociales et de communication, donc elles passent entre les mailles du filet, on les repère moins facilement. Et donc les filles qui n'ont pas de diagnostic de TSA, elles savent va bien voir qu'elles sont différentes, elles vont chercher des explications à leurs difficultés, à leur décalage. Et comme la question trans est très médiatisée, notamment avec la sensibilisation dans les écoles, par exemple, il est possible qu'elles attribuent leur décalage à une dysphorie de genre, puisque c'est la première explication sur laquelle elles vont tomber. On va dire, l'ex- l'explication du sentiment d'être différent, c'est être né dans le mauvais corps. C'est la première chose sur laquelle elles vont tomber. En gros, je schématise, et du coup, ben, voilà, elles vont dire, bah, c'est ça. Et comme une des caractéristiques de l'autisme, c'est une capacité d'hyperfocalisation, une fois qu'elles seront focalisées dessus, elles vont tout fouiller le sujet, comme moi je le fais voilà, dans la transidentité. Donc, elles vont fouiller sur la transidentité, ce que c'est, etc. Et ça, plus elles vont fouiller là-dedans, plus ça va renforcer le fait qu'elles ont une identité trans, qu'elles pensent avoir une identité trans. Et, euh, couplé au fait qu'elles ont une rigidité cognitive, c'est-à-dire quand une personne sent que c'est ça, elle va pas revenir en arrière. Elle va pas se dire oui, mais peut-être que non. Voilà. Donc, on a tout un tas de Et raisons qui sont liées à l'autisme qui expliquent que les filles sont oui, particulièrement oui, autistes, particulièrement en risque oui, dans ces trans. oui, il y a aussi le contexte aussi de la société actuelle qui fait qu'on est dans une culture d'hyperféminisation. Et pour une fille qui entre dans la puberté, déjà à la puberté, c'est un peu plus compliqué de ressembler aux adolescentes neurotypiques parce que le jeu social se complexifie. Elles vont s'intéresser plus à la mode, au maquillage, aux garçons. Il y a plus de jeu social et les filles n'arrivent pas à suivre. Et elles vont logiquement se comparer à des personnes qui ont moins de jeu social, qui sont plus naturelles. Et les personnes plus naturelles, en gros, c'est plutôt les hommes. Ils sont moins, il y a moins, c'est moins surjoué, quoi. Et c'est plus facile de se reconnaître. Enfin, moi, en tout cas, moi, je me reconnaissais beaucoup plus parmi les hommes que parmi les femmes quand j'étais jeune. Et surtout dans une société qui est très sexualisée, enfin, où les filles, c'est très, faut être hyper maquillée, etc. Et du coup, c'est encore plus dur pour une fille autiste de se reconnaître là-dedans. Donc, elles vont dire, bah, puisque je ne reconnais pas parmi les femmes, c'est que je ne suis pas une femme. C'est très logique dans leur tête. C'est, c'est vraiment logique. Et une fois qu'elles ont trouvé la solution de ça, bah voilà, bah, elles vont pas décrocher. C'est d'autant plus logique qu'on leur dit que c'est possible et Oui, que ça c'est ça. existe et que c'est réel, etc. Oui, Comme personne va les leur... personnes autistes sont logiques normalement, donc C'est elles très s'accordent logique. à une logique qu'on leur... Et c'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit maintenant. C'est-à-dire, si en gros, le genre, c'est les normes de genre, en fait. Donc, si tu te reconnais pas dans les normes de genre, eh ben, c'est que tu n'es pas dans le bon genre, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, pourquoi les filles peuvent... Bon, on sait que dans la population qui se présente au service de genre, il y a plus de filles que de garçons. Donc, c'est pareil pour les filles autistes. Il y a plus de filles autistes que de garçons autistes, même si les études sont pas très... les études sont pas très nettes là-dessus. Mais
en fait, les femmes, elles camouflent généralement mieux. Elles arrivent mieux à nouer des amitiés. Elles ont davantage de motivation sociale. Mais en fait, le camouflage, ça peut entraîner de la confusion par rapport à leur véritable identité parce elles vont passer du temps à copier les autres de manière automatique, à mimer en fait, pas à copier les comportements, tout mimer. Et à la fin, elles ne sauront plus qui elles sont. En fait, elles sont en quête d'identité, mais elles ne savent plus qui elles sont à la fin. Et elles vont essayer diverses identités, dont l'identité trans. C'est, la quête d'identité chez les personnes autistes, c'est plus long. C'est plus long à savoir qui on est. Ça met plus de temps qu'une personne neurotypique. Moi, j'ai mis 37 ans pour savoir qui j'étais, par exemple. C'est, Oui, et c'est d'autant plus long que l'autisme est très mal détecté et recherché ouais. même chez les... Oui, oui, est-ce que en fait, vraiment, la base, c'est d'améliorer le dépistage de l'autisme. C'est vraiment la base. Et si possible, que les filles sachent qu'elles sont autistes avant de tomber sur des sites où toutes leurs manifestations d'autisme sont expliquées par une dysphorie de genre. En fait, il faut que les personnes aient un diagnostic, mais ça suffit pas parce qu'en fait, euh, il faut savoir quoi en faire. Dans les centres ressources autisme, par rapport à la transidentité, il dit oui, il faut un dépistage de l'autisme, mais qu'est-ce qu'ils en font après? En fait, s'ils cloisonnent l'autisme et la transidentité, ça sert à rien pour moi. Pour moi, il faut que qu'il y ait un travail qui soit fait avec ces personnes autistes pour qu'elles comprennent comment l'autisme influence leur identité et qu'elles sachent qui elles sont, comment elles fonctionnent, qu'elles comprennent leur mode d'emploi. Et quand elles comprendront comment elles fonctionnent, c'est là elles vont déconstruire peut-être tout ce qu'elles ont cru comprendre par rapport à la dysphorie de genre, et dire, bah non, bah, ça, ok, je suis non conforme au genre, mais c'est pas parce que je suis trans, c'est parce qu'en fait, je m'en fous des conventions sociales, voilà. Petit à petit, elle va se dire ça. Et, euh, et de toute façon, pour qu'une personne puisse s'autodéterminer, il faut qu'elle puisse se connaître le mieux possible. Et donc, même si elle fait le choix de la transition médicale, au moins, ben, elle aura balayé toutes les pistes, quoi. Elle aura Elle le fera de façon éclairé, éclairée. éclairé, enfin, sauf qu'on ne peut pas vraiment le faire de façon éclairée chez les mineurs, et étant donné que la base de preuve d'efficacité des traitements est faible. Donc, mais je vais aller un peu plus loin. D'ailleurs, c'est là qu'on va aller. Ouais, voilà. Alors, caractéristiques de dysphorie de genre, donc la non-conformité de genre. Donc ça, c'est des caractères en jaune, c'est les caractéristiques de dysphorie de genre. Et là, c'est les liens avec l'autisme. Donc en fait, alors, en général, les personnes autistes, elles ont moins conscience d'elles-mêmes, des attentes sociales, parce qu'elles vont pas ajuster leur comportement par rapport à ce qu'on attend d'elles. Et ça concerne la façon d'être en société en général et en particulier la façon d'être par rapport aux filles et aux garçons. Et par exemple, moi, quand moi, j'avais pas ajusté mon comportement en fonction des attentes sociales. Moi, j'ai été prof et je me comportais exactement de la même manière face à un élève que face à un proviseur, que même face à Macron que j'ai vu une fois. Et je n'avais pas ajusté mon comportement par rapport aux attentes de la société. Et c'est pareil pour les rôles. Je veux dire, je vais pas, je vais pas nous, on est nous-mêmes, on est juste des personnes. Avant d'être des hommes et des femmes, on est des personnes et on va être un peu authentique, c'est-à-dire on va être brut de décoffrage, c'est-à-dire on va pas, moi je vais pas faire attention, il faut que je mette ça, faut que je sois coquette, il faut que je fasse ci. Moi, j'avais pas conscience de ça. Alors c'est mon cas spécifique. Mais il y a des jeunes filles, par contre, où c'est l'inverse. Elles vont énormément observer les filles, les garçons, et elles vont tout copier comment font les filles, mais pour avoir un passing neurotypique, en fait. Donc, et elles vont être hyper féminines, mais ce sera surfait, ce sera pas naturel, ce sera pas inné. C'est pour passer inaperçu qu'elles font ça. Et le terme de passing, il est intéressant parce que c'est Oui, le terme oui, qu'utilisent les bah, c'est personnes pareil. trans.
Et donc, c'est presque une caractéristique de l'autisme de ne pas se conformer aux attentes sociales parce que les conventions sociales, nous, ça nous passe au-dessus en général. Ouais. Enfin, moi, ça me passait au-dessus, quoi. Ma mère me disait, j'apprenais les conventions sociales comme j'apprends une langue étrangère. Dire, faut me les expliquer. Enfin, c'est... Alors, de penser rigide, noir ou blanc, par exemple, si une jeune fille n'arrive pas à ressembler aux filles plus féminines de son entourage, alors dans son esprit, elle est un garçon. Elle va pas se dire, même si je ne suis pas très féminine, je suis quand même une fille. Elle va pas se dire ça. Il n'y aura pas de nuance. Dire si elle ne ressemble pas aux filles de son entourage, eh ben, c'est qu'elle n'est pas une fille. Voilà. Et le problème dans notre société, c'est qu'on dit pas, on dit pas à ces jeunes filles, tu n'as rien besoin de faire de spécial pour être une fille. Tu es une fille, même si tu mets pas de robe, même si tu aimes le foot, tout ça, tu es quand même une fille. Et ça on le dit jamais. Et les gens, ils le savent pas. Je pense que des jeunes, on leur dit plus ça. En tout cas, on leur dit pas suffisamment. Ça, c'est clair que les stéréotypes Oui, sexistes ne font que croître, hein. oui, C'est vrai que ça génère beaucoup d'anxiété chez celles qui se disent, mais du coup, qui suis-je? bah oui. Oui, parce qu'elle pense être obligée de faire quelque chose de spécial pour être une fille. Quête d'identité, ça je l'ai déjà dit, elles savent plus qui elles sont. Donc c'est comme les jeunes dysphoriques, ils savent pas qui ils sont. Donc elles vont chercher diverses identités. Voilà. Alors là, je l'ai mis présence d'intérêt spécifique. Donc présence d'intérêt spécifique, donc le thème de l'autisme peut être un intérêt spécifique car ça améliore notre compréhension de nous-mêmes. Et si on se questionne sur une éventuelle transidentité, on peut en faire son intérêt spécifique et ça va devenir bah, toute toute la journée, on va penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à C'est ça. sûr. Un TOC transgenre, ça existe, hein, il y a des études sur le TOC transgenre. C'est une obsession de l'identité de genre et ça renforce l'identité trans. Et voilà. Donc Et c'est les personnes difficile. autistes étant particulièrement douées pour masquer et se camoufler, elles pourront passer très très bien pour une personne trans. Oui. Et c'est difficile de faire la distinction entre un intérêt spécifique pour l'identité de genre et une véritable dysphorie de genre. C'est presque impossible. Alors, mal-être corporel, donc difficulté à accepter le changement pubertaire. Bon, pour les filles, c'est très compliqué pour les jeunes filles parce qu'il y a beaucoup de changements à la puberté, la pousse des seins, les règles. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'informations là-dessus. Les filles, en général, sont très mal préparées, voire pas du tout préparées. Il n'y a pas d'influenceurs sur YouTube qui vont leur expliquer les règles, c'est comme ça va être comme ci, comme ça, comme ça. Par contre, ce qu'il y a sur YouTube, c'est des influenceurs qui vont expliquer les changements qu'il va y avoir avec la testostérone, l'ostrogène. C'est quelque chose qui est connu, qui est planifié, qui est anticipé. Et les jeunes filles et les jeunes garçons, ça peut les rassurer de voir ça, de comprendre, de pouvoir anticiper ce qui va se passer avec ces hormones. Et c'est peut-être plus facile de supporter ça plutôt que d'accepter un changement pubertaire. C'est-à-dire que c'est une perte de contrôle terrible pour les jeunes filles. Moi, quand j'avais 12 ans, je ne voulais pas, mon idéal, c'était ne pas changer. Mon corps devait rester le même. Donc, un corps d'enfant, ça ne devait pas changer. Et c'est quelque chose la pousse des seins, tout ça, c'est le corps qui nous trahit, en fait. Et c'est une perte de contrôle terrible. Et là, on peut se dire, bah, je suis née dans le mauvais corps, c'est pas mon corps, etc. Alors, sentiment aussi d'incongruité avec son corps. Donc, c'est lié aussi à l'autisme, c'est le problème, par exemple, d'interpréter les sensations de faim, de soif, les émotions. C'est le sentiment d'être déconnecté de son corps aussi. C'est par rapport à un sentiment le sens de proprioception. C'est de pas connaître forcément les limites de son corps, de sentir son corps, on ne l'habite pas. Moi, c'était ça. Mon corps, j'avais l'impression que je ne l'habitais pas. J'étais très maladroite, très gauche, quoi. J'ai toujours un peu cette impression, mais j'imagine les jeunes.
les jeunes qui ils peuvent très bien se dire, bah voilà, c'est pas mon corps, c'est pas mon corps. Voilà. Je suis née dans le mauvais corps. Et une autre caractéristique de dysphorie de genre, c'est bah, il y a beaucoup de personnes non hétérosexuelles. Chez les personnes qui s'identifient trans, et c'est pareil chez les personnes autistes. Il y a beaucoup de personnes non hétérosexuelles. Influence du contexte social, bah, le rôle des réseaux sociaux. Donc en fait, les jeunes autistes sont plus souvent sensibles à la transidentité parce que souvent ils sont rejetés de leur entourage et tout ce qu'ils ont comme univers social, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Et c'est plus facile pour eux de socialiser par écrit que par oral. Donc ils vont être plus facilement happés par des contenus trans. Et puis avec plus on visionne des contenus trans, plus on en a. Et ça va être, ils vont être complètement, leur fil d'actualité va être que ça. Et du coup, ils ont plus de chances de tomber là-dedans par rapport à un jeune, par exemple, qui est bien intégré, qui fait du sport le soir, qui va à des amis, donc il a moins d'opportunités d'aller sur Internet. Et donc, voilà. Et aussi, vu que les jeunes autistes, souvent, ils socialisent pas en présentiel, ils vont socialiser en ligne et leur modèle, ça va être des influenceurs trans, ça va être les personnes qu'ils voient en ligne et ça va être leur modèle, c'est sur lesquels ils vont construire leur personnalité. Donc, ils vont chercher à les imiter. Alors, tout ce que je dis, par contre, c'est une tendance, c'est pas, je veux juste dire, c'est général, hein, c'est pas, c'est, Mais comme toutes les vérités en sociologie, ce sont des analyses qui sont globales, des tendances, et évidemment, il n'y a ouais, pas 100% des cas qui correspondent à oui, 100% des... voilà, ouais. Là, j'en ai déjà parlé. Par le modèle hyper féminin, j'en ai déjà parlé. Le spectre de genre, c'est chacun dans chacun dans sa bonne case. Ça peut attirer les personnes autistes parce qu'elles aiment bien l'organisation systématisée. Et ça peut avoir un intérêt pour les personnes autistes. Donc là, c'est des témoignages que je trouve que sympa. Alors, je tiens à dire que toutes les informations que, vous avez ici, vous pourrez les retrouver aussi sur le site de Magali, dont on va vous Ouais, remettre ouais. le lien dans le chat. Alors peut-être je vais passer plus vite sur les témoignages, peut-être. Ouais, Ok. Il faut être très précis. Vas-y. Partie 2, c'est bon. allez, on partie 2. Bon, ça va, Allez, 35 c'est minutes pour la parti. première Alors, partie. Mais bon. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie qui va... que dit la science en fait? Que dit la science? Est-ce ouais, qu'on peut changer de corps déjà? Ou est-ce qu'on peut être dans le mauvais corps? ouais. Donc, en fait, au début, j'ai essayé de, commencer, de me renseigner, de rassembler toutes les infos et d'où ça venait, tout ça. Puis j'entendais beaucoup parler de Dutch Protocol et je savais pas ce que c'était. C'est quoi le Dutch Protocol? Tout le monde en parle. Donc, j'ai essayé de me documenter là-dessus. Et tout ce que je dis là, je l'ai mis sur un site, sur une page dédiée là, il y a le lien là. Euh, donc, On vient de remettre le lien dans le chat. Merci. ok. Donc en fait, tout ça, c'est venu, bon, c'est le contexte en gros, c'est venu d'une expérience hollandaise dans laquelle il y a une centaine d'enfants qui étaient soumis au bloqueur à 13 ans. Ensuite, ils enchaînaient à 16 ans avec les hormones sexuelles croisées, donc oestrogène ou testostérone. Et puis la chirurgie à 18 et on regardait comment ils évoluaient dans le temps, quoi. Et ce protocole a été documenté dans deux études en 2011 et 2014. Et en fait, le problème, c'est que, il y a eu une diffusion incontrôlée, c'est-à-dire que cette expérience, elle a été rapidement et largement adoptée dans la pratique clinique sans passer par un cadre de recherche qui visait à évaluer si les avantages l'emportent sur les risques. En fait, en gros, c'est parti d'une expérience, d'une expérience qui a été directement mise dans la pratique clinique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait jamais enfin, dans la médecine fondée sur les preuves. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on teste un médicament, c'est pas on fait une étude, puis après, hop là, c'est bon. C'est c'est pas comme ça que ça marche. Mais là, concrètement, ça veut dire qu'on a pris 100 jeunes, on leur a appliqué ce process-là, et on a regardé ce qui se passait. Oui, oui, oui.
au bout de 2 ans de traitement, on a regardé comment ça. Alors, ils ont trouvé qu'il y avait des améliorations sur le plan psychologique, de la dysphorie de genre. Et par la suite, il y a eu il y a eu plusieurs. Ça a été très critiqué. Maintenant, c'est très critiqué, hein, ces études. Donc, il y a des chercheurs qui ont trouvé des faiblesses méthodologiques dans les deux études. Et en général, quand on teste un médicament, là, dans une expérience, on va regarder si ça peut se répliquer dans une autre expérience similaire pour voir si c'est pas un hasard, quoi. Et là, les résultats n'ont pas pu être répliqués. Et en fait, ça a été ça a été, en Angleterre, ça a essayé d'être répliqué en 2015. Donc, ils ont essayé de faire la même chose, donner des bloqueurs puberté à des enfants et les suivre pour voir s'ils allaient mieux. Le problème, c'est que ces résultats n'ont pas démontré de bénéfice, mais surtout que ces résultats ont été formellement publiés qu'en 2020, donc 4 ans après. Donc pendant 4 ans, les chercheurs ont rechigné à publier leurs résultats, et pendant ces 4 ans, eh ben, la clinique Tavistock en Angleterre a fourni des bloqueurs puberté, et voilà. Et en plus, dans le protocole, pour être inclus dans le protocole, il fallait que l'enfant devait avoir une dysphorie de genre dans l'enfance, qui était persistante, qui devait s'aggraver à l'adolescence. Il ne devait pas avoir de problème psychologique ou de condition autiste, par exemple. Il devait avoir un soutien familial. Et ça, aujourd'hui, la plupart des jeunes qui se présentent et qui ont ces traitements, ils auraient jamais été inclus dans ce protocole parce que maintenant, les jeunes qui se présentent, souvent, c'est la dysphorie de genre qui apparaît à l'adolescence. Et surtout, ils ont énormément de troubles, de problèmes psychologiques, énormément de problèmes psychologiques, d'autisme. Et donc, ils n'auraient jamais dû être acceptés dans ce process, puisque ça sort du protocole du Dutch Protocol, en fait. Alors ensuite, ben, du coup, dès 2014, ça a été intégré dans la pratique clinique en Angleterre, puis aussi outre-Atlantique. Et ça a été intégré surtout dans les normes de soins de la WPATH. Alors la WPATH, c'est l'Association mondiale professionnelle pour la santé des personnes transgenres, qui a, qui a sorti des normes de soins en 2022, les huitièmes normes de soins. Et donc le modèle, c'est affirmer le genre et proposer en première intention des soins d'affirmation de genre. C'est-à-dire, en gros, le modèle d'affirmation de genre, ça repose sur des choses comme quoi la personne sait qu'elle est transgenre. Voilà, et on peut pas remettre en question ça, et il faut pas remettre en question ça, il faut pas poser de questions. L'affirmation de genre, c'est le principe de dire c'est la personne qui sait. Voilà. Voilà. La personne Et qui... donc, en fait, tu es en train de nous expliquer qu'il y a une étude très, très, très contestable qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il y a des ballons qui passent derrière moi. Qui se passe donc aux Pays-Bas sur des jeunes qui sont sélectionnés et qui correspondent absolument pas du tout aux jeunes qui transitionnent aujourd'hui. Et avant même quoi que ce soit, ben, paf, la santé, le service de santé anglais généralise en fait avec l'association transactiviste WPATH qui dit ben, il faut voilà, oui. En et fait, donc on n'a pour le moment aucune preuve que ça ben, marche. on a eu juste l'expérience hollandaise là, qui est maintenant très critiquée, hein. Et en fait, dans le modèle d'affirmation de genre, on sait que les jeunes là qui se présentent, ils ont tous plein de troubles. Ils ont vraiment, c'est une catastrophe, hein, ils vont très mal, quoi. Et donc, dans ce modèle, les troubles, ils sont consécutifs de l'identité de genre. Donc, c'est des troubles qui sont liés à la transphobie, systématiquement. Et ce qui va permettre d'aller mieux, c'est les hormones les bloqueurs puberté. Alors là, on est d'accord que tu es sur du second degré, Magali, hein, donc... Voilà, c'est le modèle d'affirmation de genre. Donc, voilà, c'est ce qui préconise. C'est que, moi, je vais aller plus loin. Alors, le problème avec cette association,
c'est qu'ils ne suivent pas les principes fondés sur les preuves. Et ça, on l'a su juste l'année dernière. Là, pour élaborer leurs recommandations, la WPAS, elle a demandé à une université américaine de faire des revues systématiques des preuves pour appuyer leurs recommandations. Et cette université américaine, l'université Hopkins, elle a commencé à envoyer les résultats des évaluations de preuves à WPAS. Et la WPAS s'est rendu compte que ces évaluations n'étaient pas terribles, qu'il y avait pas de preuves, enfin, qu'il y avait très peu de preuves pour soutenir leur projet de recommander les interventions médicales au plus grand nombre. Et du coup, ils ont tout mis en œuvre pour contrôler le contenu de ces revues systématiques ils ont considéré que ces revues systématiques leur appartenaient, donc le contenu leur appartenait et que donc ils pouvaient modifier dedans. Et en fait, ils ont fait réécrire les auteurs ils ont demandé aux auteurs de ces revues systématiques, en gros, de réécrire le contenu des revues pour que ça aille dans leur sens. Bon, Et bref, de truquer les c'est études, quoi, c'est finalement. hallucinant. Oui, c'est comme si, par exemple, une association veut vous recommander ou pas la chloroquine pour le Covid. Elle va demander à un organisme de faire des revues systématiques sur la chloroquine et puis elle va leur dire d'écrire. Alors, écrivez ça dans la revue systématique, la chloroquine, et c'est bien pour le Covid. Et ensuite, elles vont se baser là-dessus. Enfin, c'est, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La médecine fondée sur l'épreuve, normalement, les revues systématiques, elles doivent être indépendantes. Elles doivent aider aux recommandations de la directive. Mais normalement, elles doivent être indépendantes, c'est-à-dire elles peuvent publier ce qu'elles veulent. Et là, il leur a empêché de publier ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas si on se rend compte de... Oui, là, je pense qu'on est en train de voir à quel point c'est énorme. Donc, en fait, la WPAS a refusé des preuves qui n'allaient Oui, pas dans qui oui, allaient c'est pas dans le ça. sens Quand attendu. l'épreuve n'allait pas dans son sens, elle l'a pas publiée, elle a mis fin au processus de publication des revues. Donc, Voilà, sachant que la WPAT, c'est vraiment l'instance internationale oui, pour la voilà, santé des personnes transgenres et voilà, qui c'est fait la notamment plus, les protocoles qui vont être proposés, par exemple à la HAS en France. c'est la plus suivie dans le monde et elle a influencé toutes les directives des autres organisations. Et du coup, tout ça, là, j'ai mis un lien, j'ai parlé de ça dans mon site aussi. Euh, moi, je trouve ça assez ahurissant, que je crois que j'ai jamais vu ça. Voilà, donc si je résume, le WPAT voit qu'il y a des problèmes dans l'épreuve et conclut il faut donner des bloqueurs de Oui, puberté aux parce enfants. que les Voilà. preuves ne vont pas dans leur sens, donc on va pas mettre les preuves. Voilà, mais ils recommandent, non seulement ils mettent pas l'épreuve, mais ils font la recommandation inverse. Oui, oui, oui. Et puis ils disent ils disent qu'une revue systématique n'est pas possible pour les ados. Si, le problème, elle est possible, sauf qu'ils n'ont pas voulu la publier. Voilà. Voilà, ils ne donnent pas le résultat qu'ils attendent. Voilà. Alors du coup, je parle justement la WPAS, c'est ça, avec les directives de l'Endocrine Society, elles ont influencé toutes les directives existantes. Donc en fait, comment elles ont fait? Donc là, je ne sais pas si je vais être très claire, mais Je crois que le terme important, c'est référencement circulaire. oui, ouais. En fait, par exemple, pour- et je vais partir de ce graphe. En fait, la WPAS, elle a élaboré plusieurs normes de soins. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc, en 2022, elle a élaboré sa huitième norme de soins. Et pour l'élaborer, elle s'est basée sur l'Endocrine Society. Elles étaient très partenaires. L'Endocrine Society, c'est elle basée sur celle de 2012 Le qui elle, s'est WPAS, basée sur l'Endocrine Society 2009. Donc, en gros, c'est je te cite, tu me cites, je te cite, tu me cites. ouais. Et les chiffres, là, 24%, 12%,
C'est la note de rigueur et développement qui a été rapportée dans une revue systématique. Donc c'est assez faible, hein. Voilà. C'est des notes qui sont fabriquées comment? Bah, il y a une revue systématique qui a évalué les directives internationales, donc toutes les directives, et elle a donné un score concernant la rigueur et le développement. D'accord, donc un bon score, c'est de l'ordre de combien? Au-dessus de 50%, c'est un bon score. Et les seules directives qui ont eu plus de 50%, c'est les directives finlandaises et suédoises. En matière de santé De transgenre, on est rigueur et d'accord. développement. D'accord. De rigueur et développement. Et Donc on est systématiquement sur des études de faible qualité. ouais, en fait, elles ont pas été rigoureuses pour le processus concernant l'élaboration de leur directive, quoi. Ok. Et une autre grille de lecture, c'est par exemple l'AAP qui est très influente aux États-Unis, c'est l'Association américaine de pédiatrie. Par exemple, la WPASS, pour justifier ses recommandations, elle s'est référée à l'AAP, qui elle-même s'est référée à la WPASS 2012. Donc en fait, c'est circulaire, quoi. On voit que tout ça, c'est, euh, on voit bien que est lié, et c'est que ça s'appelle aussi le cartel de citation. Et ça donne l'apparence d'un consensus, parce qu'en fait, ils sont tous d'accord entre eux, finalement. Bon, tout va bien, quoi. Oui, c'est le principe du lobby. Bon, face à ça, il y a d'autres directives qui s'éloignent de ce modèle transaffirmatif, qui ont une approche prudente, basée sur les preuves et centrée sur la sécurité de les patients. Enfin, des approches normales, en fait, hein, Oui, c'est... la base de la médecine, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà, Et il y a des directives suédoises et finlandaises qui sont les seules à avoir une note de 50% sur la rigueur et le développement, parce qu'elles se sont basées sur des revues systématiques dont elles n'ont pas contrôlé le contenu, hein. Elles ne sont pas allées dire mettez dans cette revue ça, 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 pour qu'on puisse recommander ça. Non, elles n'ont pas fait ça. Il y a aussi au Danemark, c'est en train d'évoluer au Danemark, Australie, Nouvelle-Zélande, ça, c'est ce qui est en cours, hein. Aux US, ben, on le sait, il y a la moitié des États qui ont interdit la transition médicale aux mineurs. Voilà. Et en particulier, en particulier en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est que en Angleterre, là, il y a une évaluation la plus complète de la pratique de la médecine du genre chez les jeunes, qui a été publiée en avril 2024. Ça s'appelle le CAS Review. Donc, le CAS Review, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est un examen review qui est coordonné par par la pédiatre Dr Cass. C'est pour ça, CAS Review. Et il a été commandé en 2020 par le NHS, c'est le genre de sécurité sociale là-bas. Et il vise à formuler les recommandations sur la manière d'améliorer les services d'identité de genre. Et voilà, elle a publié son rapport final, et son rapport il faut le lire s'il est excellent, vraiment. Il a été pleinement accepté par la sécurité sociale en Angleterre. Il est soutenu par les deux principaux partis politiques en Angleterre, donc travaillistes et conservateurs. C'est quelque chose qui est... voilà. Et ces recommandations sont en train d'être mises en œuvre en Angleterre. Et elles s'éloignent totalement de l'approche du modèle transaffirmatif. En fait, c'est l'arrêt tout immédiat des transitions médicales des mineurs, et en particulier Ah, des bloqueurs. alors non, c'est moins, c'est une évaluation holistique de tout jeune. C'est-à-dire, on va prendre l'enjeune dans son ensemble. On va essayer de comprendre pourquoi il a cette détresse liée au genre. Les bloqueurs de puberté, ils sont donnés que dans un cadre de recherche. Les hormones sexuelles croisées à partir de 16 ans, mais avec une extrême prudence, faut vraiment que ce soit très argumenté. Et surtout une évaluation de la santé mentale et des troubles du neurodéveloppement. Alors, pourquoi ces directives s'éloignent du modèle d'affirmation de genre? Alors, en fait,
C'est difficile de savoir si l'intervention médicale est indiquée parce qu'en fait, contrairement à ce qu'affirment les transactivistes, la dysphorie de genre, c'est pas une condition ad vitam aeternam. Elle peut partir naturellement. Et ça, c'est un truc qui, ça va pas du tout parce que pour les transactivistes, ça va pas du tout parce que si elle peut partir naturellement, à quoi bon mettre l'enfant dans un parcours médical à vie? Oui, on sait que par exemple, quand un enfant, un préadolescent fait part d'une détresse liée à son genre, avec un minimum d'accompagnement psychologique, il y a à peu près 85 à 90% de ces jeunes-là qui ne se pensent plus trans à 18, 19 ans. Ouais. Donc on Alors a ça, bien quelque ouais. chose qui est, je Alors dirais, ces naturel chiffres, et lié à la puberté. ouais. Alors ces chiffres, c'est qu'on on peut pas trop dire ce chiffre-là parce que à cette époque-là, on s'était pas la dysphorie de genre, c'était pas diagnostiqué tel quel. Mais n'empêche que maintenant, il y a des études récentes qui montrent que les adolescents qui ont dysphorie de genre, et il y a une bonne partie ne l'a plus quelques années plus tard. Voilà. Donc voilà, on va pas donner le médecin va pas donner un traitement aussi invasif à une condition qui peut partir naturellement. Qui est liée à la puberté, qui elle-même est tout à fait naturelle et nécessaire même pour le Voilà. corps. Voilà. Et la détresse liée au genre, elle peut se résoudre de multiples manières. Il y a, par la transition médicale pour certains, il y a certaines personnes, des jeunes, des adultes qui vont tirer bénéfice de la transition médicale. Ça, pour moi, c'est vrai, il ne faut pas l'interdire, hein. Mais il faut prendre en compte le contexte, quoi. Pourquoi elle a sa dysphorie de genre et comment on peut l'aider à surmonter ça, quoi. Notre problème, c'est que comment en difficulté pour donner quand un médecin va indiquer un traitement, il faut qu'il sache ce qui va se passer, il faut qu'il sache les avantages, les risques. Et le médecin, il est à l'aveugle là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de données à long terme là-dessus chez les jeunes. Et les avantages, soi-disant, sur la dysphorie de genre, sur le bien-être psychologique, ils sont très limités. Et du coup, bah, le médecin, il peut pas dire, voilà, c'est sûr et certain, là, ça va améliorer ça. Il sait pas à long terme ce qui va se passer. Donc, c'est compliqué de donner des informations pour se faire un avis de manière éclairée. On peut pas avoir un avis éclairé, en fait. Étant donné aujourd'hui, on peut pas avoir un avis éclairé. Parce que, à cause du Par manque contre, d'informations à ouais. long Par terme. contre, on a un avis éclairé qui est qu'on n'a pas assez d'informations. Par exemple, si quelqu'un Oui. affirme de façon tout à fait péremptoire que les bloqueurs de puberté, c'est juste, ne font aucun problème sur la santé d'un enfant, bah, le minimum, c'est un menteur, Oui, quoi. oui, c'est faux. On sait pas, en fait. Voilà. C'est une expérience, en fait. C'est... Et aussi, le gros problème, la difficulté, si le jeune est capable de consentir au traitement. Par exemple, à la suite d'un procès intenté par une détransitionneuse contre la clinique Tavistock en Angleterre, c'est l'affaire Bell contre Tavistock, la Haute Cour de Londres a statué que les jeunes devaient pouvoir comprendre pleinement les effets à long terme d'un traitement médical qu'on leur a donné. C'est-à-dire un jeune sous bloqueur de puberté à 13 ans, si on lui donne les bloqueurs puberté à 13 ans, il doit comprendre ce qui va se passer quand il sera adulte. Et ce qui va se passer quand il sera adulte, c'est que s'il poursuit par les hormones sexuelles croisées, comme c'est presque toujours le cas, il risque des problèmes de dysfonctionnement sexuel, il risque d'être stérile, alors que le jeune, il a 13 ans et il n'a aucune expérience sexuelle et il ne veut sûrement pas d'enfant à cet âge-là. Et donc, c'est compliqué, c'est un peu douteux de penser qu'il est complètement consentant à ce traitement. Enfin, En même fait, le plus personne ne peut être, intelligent. on peut pas consentir à être mutilé. Enfin, je veux dire, et encore moins quand on est mineur. Oui, et on ne peut pas C'est un consentir problème à d'éthique, devenir en un fait. Un problème adulte d'éthique. potentiel. Même une personne majeure, On ne sait pas ce que c'est, la hein. question, c'est est-ce que c'est éthique de dire on va te supprimer des organes sains de ton corps? Oui, mais là, ouais, là, je parle juste des À bloqueurs de gagner. puberté qui rendent, qui,
qui risque de rendre la personne stérile ou anorgasmique parce qu'un jeune sous bloqueur, un jeune garçon qui est sous bloqueur de puberté à 12 ans, qui a jamais eu d'orgasme avant, à 16 ans, il aura le pénis de la taille d'un enfant de 12 ans parce que ça gèle, voilà. Et après, on lui donne des oestrogènes, mais donc bon, le pénis est encore plus petit et il aura jamais. Et après, il a une vaginoplastie, donc voilà, son pénis, on lui en fait un vagin, en gros, quand il y a assez de peau. Et il n'aura jamais d'orgasme sexuel, il n'aura aucune sensibilité sur ce plan-là. Et on ne peut pas dire, même l'intelligence des garçons de 13 ans, elle dit, écoute, ben, tu seras sans doute un orgasmique, mais voilà, est-ce que tu consens? Tu auras peut-être sans doute que tu n'auras pas d'enfant, mais non, mais je veux pas d'enfant. Ah bon, bah ok, bah c'est bon alors. C'est Sachant que c'est la version du pénis pour un enfant qui a été mis sous bloqueur de puberté, c'est ça marche compliqué. pas parce qu'il n'y a pas assez de Ouais, il n'y a pas matière. assez de Et donc, peau. il faut prendre un peu du rectum, hein, pour faire un trou à la place de ce qui s'appellerait un Ouais. vagin. Et il y a aussi un autre, et là j'ai presque, euh, il y a un autre problème en fait, c'est que les jeunes sous bloqueur de puberté, quand ils doivent consentir ou non aux hormones sexuelles croisées, un jeune, les bloqueurs de puberté, ça bloque la maturation cérébrale qui permet de prendre des décisions éclairées. Et donc, en fait, bloquer la puberté, ça empêche le recablage du cerveau qui sous-tend la capacité à prendre des décisions complexes. Donc, en fait, les bloqueurs de puberté, ils peuvent donner du temps aux enfants à réfléchir. Ça, c'est ce que dit une psychologue. Mais ils les privent simultanément de leur capacité à le faire, c'est-à-dire ils les empêchent d'avoir la capacité à prendre des décisions complexes puisque leur fonctionnement cérébral, il est perturbé, vu que la maturation cérébrale, elle se produit grâce aux hormones sexuelles durant la puberté. S'il n'y a pas de puberté, le fonctionnement cérébral, il se développe moins. Et du coup, ben, un jeune de 16 ans, sous bloqueur depuis l'âge de 12 ans, il aura une capacité de réflexion d'un âge de 12 ans, d'un enfant de 12 ans. En fait, c'est la question de la transformation de la matière grise avec la myéline, hein, c'est ça? Je pense que Alors c'est. moi, j'y co- j'y co- Ouais, je crois que c'est de ça qu'on parle, mais il y a aussi les os qui ne vont pas se calcifier. aussi, ouais. Enfin, il y a des problèmes de santé, surtout. Enfin, Oui, mais on ne peut pas dire gagner du temps pour réfléchir parce qu'en fait, on les prive c'est vrai. simultanément de leur capacité à le faire. Ouais. C'est c'est presque un handicap. Absurde. Mon fils, il a un handicap. C'est comme si on se handicapé en l'empêchant d'avoir sa maturité cérébrale. C'est Oui, c'est c'est criminel. important le développement cérébral. C'est ce qui permet de passer d'un enfant à adulte. C'est pour ça que les adultes peuvent voter par les enfants, pas les enfants. Parce que pendant la puberté, on a la maturation cérébrale s'est développée plus. Si la maturité s'est jamais développée, à 18 ans, un jeune de 18 ans, il sera dans sa tête comme un enfant de 12 ans. Vrai, faux, voilà. Alors maintenant, on rentre dans le vrai-faux sur les différentes questions qu'on entend tout le temps. Oui, alors sur mon site, j'ai mis une rubrique vrai-faux sur 4 problématiques. Donc, les personnes qui veulent en savoir plus, elles peuvent aller directement. Donc, ça, c'est le lien vers le premier vrai-faux, la base de preuve. C'est ce qu'on entend souvent, la preuve de preuve est solide. Donc, c'est Renseignez-vous, éduquez-vous. voilà. Encore. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'études qui concluent que les hormones, ça réduit le stress mental. Ça, c'est vrai. Quand on lit les études, c'est souvent cette conclusion. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a fait douter au début. Mais après, en fait, le problème, c'est que la qualité de ces études est médiocre. Il y a beaucoup de biais. Et la certitude des preuves, c'est-à-dire la confiance qu'on peut avoir dans l'effet de ces interventions, est globalement faible. Ça veut dire que en fait, ce que mesure l'étude, ce que mesurent ces études, c'est pas forcément l'effet réel. Oui, la base de preuve est faible. Et comment on sait tout ça? On le sait en faisant des revues systématiques, c'est-à-dire une revue systématique, ça va sur une question précise, elle va repérer toutes les études qui concernent ce sujet
Et ensuite, elle va évaluer la qualité de ses études avec des outils très standardisés, qui sont un peu toujours les mêmes. Et ensuite, par exemple, s'il y a 10 études qui rapportent le même résultat, elles vont, euh, elles vont pour ce résultat voir si c'est vraiment, si ces résultats, est-ce qu'on peut faire confiance à ce résultat ou est-ce que vraiment, on peut pas lui faire confiance. Et donc ça s'appelle elles vont évaluer la certitude des preuves sur ce résultat. C'est-à-dire le degré de confiance qu'on peut avoir sur ce résultat mesuré par les études. Par exemple, s'il y a 10 études qui disent les bloqueurs de puberté augmentent le bien-être, et ben, la revue systématique va analyser ces résultats et va dire, bon, ben, si la certitude des preuves est très faible, ça veut dire que ça, c'est sûrement pas le cas en vrai, quoi. Même si ces études concluent ça, parce que ces études ont beaucoup de biais, en réel, c'est sans doute très différent de ces conclusions. Donc, la certitude des preuves, c'est ce qui est fondamental. Ce qui permet de savoir si les études, de- c'est- de- si on peut faire confiance aux études ou non, en gros. Autrement dit, quand on a une étude de faible qualité, ça aurait plutôt tendance à prouver le contraire. C'est ça que tu es en train de Oui. sous-entendre? En fait, ça veut dire qu'il faut prendre les résultats avec des pincettes. Et Oui. qu'on ne peut pas Oui. faire confiance aveugle. Et du fait de la conception des études, déjà, les études sont de faible qualité de par leur conception déjà. C'est pas parce qu'elles sont mal faites, c'est juste parce que il- c'est la conception des études, quoi. Donc Ok. là j'ai mis un exemple c'est un visuel d'une revue systématique suédoise, donc sur les bloqueurs puberté et les hormones sexuelles croisées. Donc, ils ont trouvé 24 études là-dessus. Et puis, ce qui conclut, c'est la santé psychosociale n'est pas connue. Ils ne peuvent pas conclure. En fait, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on ne peut pas conclure, c'est qu'on ne sait pas. C'est pour ça que je dis il y a pas, on ne peut pas faire avoir de consentement éclairé puisqu'on ne sait pas. On ne peut pas se décider sur quelque chose dont on ignore les effets, en fait. Donc, il y a un retard de densité minérale crosseuse. Le traitement hormonal chez les enfants doit être considéré comme expérimental, c'est-à-dire eh ben, on fait des expériences. On sera dans 15 ans peut-être, mais voilà, en attendant, voilà. Sauf que non, on ne fait pas des expériences sur les enfants. Ouais. Ouais. Alors, les hormones sauvent des vies. Alors, ça, c'est en fait, comme maintenant, les transactivistes, ils savent très bien que la certitude des preuves est très faible, donc il faut quand même légitimer ces traitements. Donc, comment on fait? Eh bien, ce qu'on va dire, c'est, même si la base de preuves est très faible, en fait, ces enfants, si on leur donne pas ces médicaments, ils vont mourir. Parce que la dysphorie, je me mets à leur place. La dysphorie de genre, c'est comme un cancer, c'est-à-dire que ça va pas partir tout seul. Et si ça se traite pas, eh ben la seule alternative, c'est la mort par suicide. Comme voilà, le cancer, si on ne le traite pas, c'est de la mort. Et pour eux, le traitement, pour un cancer, c'est la chimiothérapie. Bah, pour eux, le traitement, eh ben, c'est les bloqueurs de puberté et les hormones sexuelles croisées. Donc, pour eux, même si la base de preuve est faible, il faut donner ces traitements parce que ne pas les donner, ils vont mourir. Donc, voilà. Enfin, je me mets à leur tête, dans leur place, hein. Sauf que ça, voilà, c'est du chantage affectif. D'abord, ça marche très bien, hein, parce que sur des parents, évidemment, voilà. Le case review a dit que les preuves ne soutiennent pas ça. Les meilleures preuves disponibles montrent qu'en fait, le risque de décès par suicide est attribué à des conditions de santé mentale comorbides. Par exemple, l'autisme en soi, c'est à fort risque de suicide. Il y a beaucoup de personnes autistes qui risquent de suicider. Ça, c'est vrai. Et chez les personnes trans, il y a beaucoup de personnes autistes. Donc, on ne sait pas si c'est l'autisme qui contribue à ça ou si c'est autre chose. Il y a aussi l'homosexualité qui augmente le risque de suicide. Et chez les personnes trans, il y a beaucoup de personnes homosexuelles. Donc, on ne sait pas la vraie cause du risque de suicide.
Ouais, alors juste, il y a- c'est toujours les mêmes études qui sont données pour dire que ça réduit le suicide et ces études, elles sont débunkées plusieurs fois et leur qualité est évaluée faible dans les revues systématiques. Ouais, Et ça, ces informations, on peut les retrouver sur ton site, hein. ouais. Donc là, sur le lien. Ça, c'est Et, intéressant parce que on nous balance souvent des études et des liens et des machins, et donc au moins, ça fait le travail. ouais, la dite transition est rare. Bon, alors, toute la transphobie, alors, ce qu'on dit, la majorité des infractions sont dues au fait de pression externe. Donc ça provient d'une étude qui a exploité les données d'une enquête américaine. Sauf que dans cette enquête, il fallait s'identifier trans pour répondre. Une étude sur la détransition. C'est, LOL. je sais pas si on voit le problème. Alors, il y a des personnes qui se disent, qui ont arrêté la transition médicale et qui se considèrent toujours trans. Ça existe, hein. Et souvent, ces personnes ont arrêté la transition médicale effectivement de pression externe parce qu'elles n'avaient pas d'argent à cause de leur famille et elles s'affichent toujours trans. Mais combien de personnes on loupe là-dedans? C'est, on prend n'importe quelle jeune femme, par exemple, qui se pensait trans, qui a détransitionné parce qu'elle a compris que son problème, c'est pas ça, c'est un problème de santé mentale qui a tout fait, qui lui a fait dans sa tête, c'est pas clair. Et elle a détransitionné, elle se considère plus trans, elle n'est pas comptabilisée dans cette étude. Et Non, ça, c'est les absurde. journalistes, jamais ils parlent de ça. C'est- Ensuite, moins de 1%. Alors, c'est de regret, donc c'est toujours les mêmes études, toujours les mêmes. Et j'ai fait un article là-dessus, hein, aussi. Donc, bah, je vais peut-être passer vite. Problème de... je vais juste revenir sur la détransition. Quand même, il y a 2 semaines ou trois, à peu près, il y a un médecin transactiviste de la WPATH qui s'identifie comme une femme, qui a mis sur son Twitter, qui a parlé de qu'est-ce qu'on fait pour les 30% de détransitionneurs. J'ai fait des copies Ah d'écran. oui, J'ai fait des copies d'écran. Donc, oui, ce médecin de la WPAS, ensuite j'ai suivi ce qui se passait sur son Twitter. Là, je n'y suis pas retournée récemment, mais les premiers jours, il a priori eu beaucoup de pression pour relativiser ce qu'il disait, etc. Mais il semble que ce chiffre de 30%, c'est un chiffre qui circule dans la WPAS, c'est-à-dire au sein des oui, transactivistes, ils ont oui. conscience qu'il y a 30% de Oui. personnes qui font une transition médicale et qui Alors, arrêtent ça. alors, en fait, attention aux études, c'est pareil, dans un sens ou dans l'autre, les études, elles sont pas très bonnes. Elles sont pas très bonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perd beaucoup de personnes. La manière de mesurer le regret, elle manque des personnes. Elles sont pas, en fait, on ne peut pas déterminer le taux de détransition, hein, actuellement. Il y a une étude qui montre que c'est 30%, sauf que cette étude aussi, elle a des biais. C'est, comme toutes les études, hein. C'est pour ça que c'est difficile de savoir. Moi, je dirais jamais un pourcentage, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Je sais que c'est pas 1% par contre, parce que ça manque des personnes. Et là, voilà, ce qui manque, c'est une étude avec un suivi long terme de grands groupes de personnes. On n'a pas ça. Parce qu'en fait, cette explosion des transitions, c'est depuis 2014. Il faut 10 ans peut-être pour se rendre compte qu'on s'est trompé. Donc, les études, on les a pas en fait. C'est tout récent en fait, ce phénomène de détransition. Prendre conscience il faut 10 ans pour comprendre qu'on... dans 20 ans, on aura peut-être ce taux, mais bah, j'espère pas. Mais alors, bah, du coup, j'ai j'ai juste mis le lien vers ma page. C'est ce qu'on dit toujours, un bouton pause réversible, pratique éprouvée. Donc, j'ai détaillé ici. Un bouton pause, déjà, je l'ai déjà dit, enfin, on peut pas dire que c'est un bouton pause quand on sait que l'immense majorité des jeunes sous bloqueurs vont aller vers les hormones sexuelles croisées. Ouais, C'est, 98%, oui. ouais. Donc, enfin, normalement, du temps pour réfléchir, c'est impossible que tout un groupe de jeunes pense la même chose quelques années plus tard. Hein, euh, pratique éprouvée, en fait, la pratique est éprouvée pour les bloqueurs, puis pour ces bloqueurs quand ils sont administrés pour une puberté précoce. Là, c'est une pratique éprouvée.
parce qu'il y a eu des études qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas de problème sur le plan neurologique. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'en fait, ces bloqueurs, ils sont prescrits avant la puberté, donc par exemple entre 9 et 11 ans. Et entre 9 et 11 ans, il n'y a pas le développement cérébral qui se produit habituellement à l'adolescence. Du coup, il y a moins de problèmes, il y a moins d'enjeux, quoi. Et entre 9 et 11 ans, ça n'empêche pas le jeu. Par exemple, un jeune sous-bloqueur à 12 ans, de 12 à 16 ans, il va pas avoir c'est une castration chimique, hein. C'est parce que c'est la même molécule qui est utilisée pour castrer chimiquement les chiens. C'est la même molécule, c'est-à-dire ça réduit les... Donc entre 12 et 16 ans, le jeune, il n'aura pas de désir sexuel. Entre 12 et 16 ans. Maintenant, si on prend un jeune qui prend des bloqueurs puberté pour puberté précoce entre 9 et 11 ans, il n'aura pas de désir sexuel entre 9 et 11 ans, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on n'en a jamais, hein, la pu- entre 9 Par contre, il arrête à 11 ans. Donc, à 11 ans, il va avoir sa puberté normale. Donc, il n'y a aucun problème. Et en fait, les bloqueurs de puberté, quand c'est pris pour contrer une puberté précoce, ça permet une trajectoire développementale normale. Ça permet, parce que du coup, le jeune, il a sa puberté normalement de 12 à 16 ans. Quand on le prend pour bloquer une puberté, pour une dysphorie de genre, ça va empêcher sa trajectoire développementale normale, puisque là, on la prend pour empêcher sa puberté naturelle, avec tous les problèmes que ça entraîne. Puisque pendant la puberté, on a la fonction cérébrale qui se développe, on a, bah, au niveau sexuel, ça se développe, et tout ça, c'est gelé. C'est-à-dire qu'en fait, dans un cas, quand on a une puberté précoce, il y a un dérèglement. Dans l'autre cas, on a un enfant parfaitement sain Oui, et on fait les apprentis sorciers avec son organisme. oui, on fait des apprentis sorciers, là. On regarde ce qui se passe, voilà. Bon, est-ce que tu as du coup terminé, je crois? Ouais. Merci Magali pour ta présentation très complète. Je regarde un peu les questions qui ont été posées du coup, dans le question-réponse. Alors, il y en a un certain nombre. Il y en a pas mal de outre-Atlantique d'ailleurs. Il y a Claire qui pose une question qui dit Ouais. un article récent dans Le Devoir, donc c'est pour ça que je me dis qu'elle est de l'autre côté de Ah, l'Atlantique, suggère qu'il y avait des personnes qui s'affirmaient être trans dans les années 30. Est-ce que tu sais s'il y en a, il y en avait vraiment ou est-ce que c'était pas plutôt des homosexuels, des hommes qui aimaient s'habiller avec des vêtements de femmes, etc. Euh, voilà, elle a une citation d'un article qui dit: Cette origine pourrait tout aussi bien se situer en 1933 lorsque les nazis commencent à envoyer dans les camps de concentration les hommes et les femmes trans appréhendus en vertu de l'article 175. Est-ce que tu as cette information? non, par contre, dans dernier film de Sophie Robert, il y a sûrement cette information. Oui, m'amène justement d'ailleurs à vous en parler. Sophie a sorti le troisième opus de son film, Sophie Robert. On pourrait mettre le lien dans le chat, qui justement s'intéresse à ces questions de pouvoir et d'enjeux économiques, notamment en matière de transidentité. Ok, merci Magali. Alors, autre question de Chantal, est-ce que les associations de personnes souffrant de TSA et leurs familles, et surtout les médecins, les soignants, sont avertis du risque de confusion avec la dysphorie de genre, ou est-ce qu'ils sont accusés d'empêcher leur affirmation de genre et de promouvoir une thérapie de conversion? En résumé, quelle est l'ambiance dans le milieu autiste? Ben, l'ambiance, c'est la peur. C'est les, la plupart des centres ressources autistes, ils ont pris l'approche transaffirmative, hein. Et faut surtout pas. On a énormément de mal à trouver des professionnels qui arrivent, qui fassent une démarche visant à comprendre le contexte d'apparition de la dysphorie de genre. Ça, c'est très difficile à trouver, quoi. C'est c'est compliqué, quoi. Alors là, j'ai des questions qui se regroupent de Justine et Ouais. Pascal. Alors, quel est le but du lobby trans? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire transitionner des gens, et en particulier pourquoi les enfants. Et de Pascal, pourquoi est-ce que les transactivistes militent pour la transition, pour la transidentité? Quel est leur intérêt? Et puis, une question subsidiaire, les transactivistes sont-ils tous trans? Là, je peux répondre non. Je peux répondre tout de suite. Donc, quel est l'intérêt? Pourquoi? L'intérêt,
Bah, je pense que c'est idéologique et aussi financier. Ça vient des États-Unis quand même, tout ça. Enfin, ça a été hollandais. Mais après, ça, les Américains, je pense qu'ils ont flairé le truc. Hein, on va médicaliser quelqu'un à vie. Enfin, il y en a qui s'en mettent plein les poches là-dedans. Faut pas. D'accord, mais dans ce cas, ça explique pas, parce que finalement, pourquoi Elon Musk, il serait contre alors du coup? Parce que finalement, on a quand même la pire droite réactionnaire aux États-Unis et ils sont contre ça, donc ça peut peut-être pas suffire comme explication. Parce qu'ils Euh, sont aussi pour le pognon quand même. non, il y a aussi un truc, je trouve que les gens, prog- ils pensent que ça fait progressiste de penser comme ça, de les laisser, l'autodétermination, c'est un truc qui, qui, avec, pour leur conscience, elle est tranquille, et plutôt qu'interdire un traitement médical, pour eux, c'est mauvais. Enfin, Mhm. je sais- en fait, moi, je suis très centrée sur un truc, et après, je sais pas Oui. Il y a une autre question de Frédéric. Mais est-ce que c'est courant de faire des expériences comme ça sur les enfants? Peut-être ça, je sais pas. Tu as peut-être des réponses là-dessus. Est-ce qu'on fait souvent des expériences médicales comme ça en direct sur des enfants? bah, en- Oui, mais on fait des expériences, mais en fait, ces expériences, après, elles passent dans un stade de recherche clinique avant de passer dans la pratique. C'est-à-dire, une fois qu'on fait une expérience, eh ben, on va essayer de la dupliquer. C'est normal de faire des expériences. On va voir si on va la répliquer, on va voir si elle peut se répliquer. On va la tester dans divers domaines de recherche, on va faire plein d'études dessus. Et après, si les revues systématiques de ces études montrent que les effets, ben, on peut en avoir confiance, là, oui, ça va dans la pratique clinique, mais ça met des années. Là, c'est tout l'inverse qui s'est fait. Là, il y a eu une expérience, ça a été diffusé, il y a eu une tentative de réplication qui a échoué et dont les résultats ont mis 5 ans à être diffusés. Pendant ces 5 ans, on a distribué les bloqueurs puberté à tout va. Et, tout, et ça s'appelle la diffusion incontrôlée, ce phénomène. C'est D'accord. En tout cas, c'est quand même très, très contestable. Et alors, une dernière question, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais ouais, c'est Athéna, donc du Québec, ouais, qui ouais. demande, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de l'expression idéation trans au lieu de transidentité pour les jeunes? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Euh, idéation, je ne connais pas ce mot. Idéation trans, ça veut Athéna, tu dire. peux développer dans le chat, s'il te Ouais, plaît? ouais. On parle d'idéation suicidaire, par exemple. Ah, le mot idéation serait donc lié à l'idée que l'on est trans, c'est ça, hein? Quand il y a ce commentaire d'Athéna, il est intéressant là. En fait, au début, les Hollandais, quand ils ont fait le Dutch Protocol, c'était pas. Ils voulaient aider les gens parce que les hommes qui pensent être des filles. Et les bloqueurs de puberté, pour eux, c'est important parce que la puberté masculine, ça masculine le visage. Et leur passing, ils n'auront jamais un bon passing. Et en fait, les Hollandais, ils voulaient aider ces jeunes garçons à avoir un meilleur passing parce que c'est, une fille qui veut passer pour un garçon avec la testostérone, c'est très facile, hein, mais l'inverse, c'est c'est- c'est- c'est plus compliqué. Ça partait d'une bonne intention au début, hein, c'était pour aider ces jeunes garçons. C'était des jeunes garçons, hein, s'il n'y avait pas de jeunes filles. Et après, les Américains se sont dit bloqueur de puberté, hormones à vie, marché, chirurgie. On ne se rend pas compte, nous, parce qu'en France, c'est la Sécu qui paye, mais les Américains, ils sont très forts pour repérer un filon. Vraiment, ils vont voir le truc financier. Hop là! Et j'étais à la conférence de l'Obs là en juin. Et il y a un Américain qui disait qu'il salivait d'entrer, alors, il salivait à l'idée de donner des bloqueurs de puberté aux États-Unis déjà pour voir ce que ça allait faire. Et puis après, ça fait un énorme filon. Oui, oui, c'est vrai. J'avais vu un chiffre sur un jeune qui, alors plus il transitionne jeune, plus c'est rentable, mais je crois qu'entre l'hormonothérapie, les chirurgies et tous les effets sur la santé que ça allait avoir, un jeune qui transitionne, ça rapporte des millions
euh, Mm. à l'industrie Ouais. médicale, entre la pharmacie, Ouais. etc. Bah, moi, Donc, je dis ça parce que dans l'autisme, j'étais aux États-Unis pour l'autisme et il y a un énorme marché financier autour de l'autisme et c'est un truc pas possible. En France, on ne peut pas réaliser ça. Mais quand on va là-bas, il y a vraiment un secteur très lucratif autour de l'autisme. parce qu'il y Vraiment, a un vraiment. traitement pour l'autisme. Non, mais il y a plein de gens qui trouvent des traitements, et il y a des gens qui se font des. Les Américains, ils veulent, c'est pas comme nous, les Américains, ils veulent de l'argent. L'argent, ça a beaucoup plus d'importance que nous. Et c'est pour ça que j'ai pas de mal à croire que dans tout ça, l'argent, c'est leur moteur aux Américains, hein. Ils doivent avoir un marché énorme. Bon, écoute, il me reste à te remercier beaucoup, Ouais, Magali, vraiment chaleureusement. de Merci rien. pour tes apports, merci pour tout le travail que tu as fait pour préparer Ouais. cette présentation aujourd'hui. J'ai quelques annonces à faire. On a une Rem Al Salem donc pour l'ONU, qui est donc la rapporteure contre les violences faites aux femmes, qui fait un appel à contribution sur la GPA. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des contributions à faire, allez voir sur le site de l'ONU. Par ailleurs, pour WDI France, nous sommes une association à laquelle vous pouvez adhérer si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous pouvez donner de l'argent sans adhérer. Donc, allez voir notre site Hello Asso. Sinon, nous sommes à la recherche d'idées ou de propositions pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à nous faire savoir vos propositions. Donc, Athéna nous dit qu'il faut envoyer son avis avant le 18 avril 2025. Donc, merci. Merci à toutes et merci surtout à Magali pour cette Ah, intervention. merci à toi.